je suis un coach, consultant. Mon métier est d'accompagner des dirigeants et des équipes de direction et beaucoup de former des coachs, ce que je fais depuis maintenant 24 ans, puisque en 88 j'ai introduit le coaching en France. Ma particularité, c'est de situer le coaching qui souvent se vit dans une relation one-to-one, dans un accompagnement souvent du dirigeant et de son équipe, donc ça passe au team building, et souvent, quand il s'agit d'une équipe de direction, dans une approche pour tout ou partie de l'organisation. Donc ça combine l'accompagnement du dirigeant, l'équipe de direction et souvent toute l'entreprise. J'appelle ça le coaching pour le développement d'intelligence collective. Et bon, j'ai un petit cabinet relativement artisanal qui s'appelle Transformance Pro, qui me permet d'assurer ça avec quelques coachs et quelques consultants avec qui je travaille. Et je suis également pour environ 40% de mon temps senior advisor d'un des plus grands cabinets de stratégie, ce qui m'amène à avoir aussi pas mal d'interventions internationales, quoi. Alors les entreprises aujourd'hui, petites et grandes, vivent une pression très très importante venant de différents facteurs. Alors, premier évident, et on en parle sans arrêt évidemment, c'est les différentes dimensions de la crise, entre guillemets, qui date depuis fin 2007-2008, qui est une crise financière, en fait qui est une crise économique, qui est une crise mondiale, qui est une crise qui a commencé par l'immobilier et la banque évidemment, mais qui a, je dirais vraiment, mis sous pression petites et grandes entreprises, parce que souvent des grandes entreprises qui travaillent en réseau, avec un réseau de fournisseurs, etc., transmettent la pression dans laquelle elles sont à leurs fournisseurs et tout l'écosystème qui se trouve autour. Donc finalement, ça c'est le point. Mais cette pression-là s'inscrit en fait dans une tendance lourde qui date déjà maintenant depuis plus de 10-15 ans, après la fin des 30 Glorieuses, dans laquelle la prégnance de la mondialisation, la pression du monde de la finance et des analystes financiers, et tous les changements, si vous voulez, de notre civilisation. Bon, un personnage que j'aime beaucoup, comme Jeremy Rifkin, parle d'une troisième révolution industrielle, dans laquelle la conjugaison des problèmes de l'énergie fossile dont on annonce quand même une fin relativement prochaine, la présence donc du changement et des pressions du côté de l'énergie et de l'autre côté des systèmes des nouvelles technologies, de la communication, Internet, etc. C'est une tarte à la crème de dire ça, mais fait que chaque entreprise maintenant se situe non plus seulement dans un contexte national, ni même international, mais mondial, quoi. Et de ce fait, les frontières ne sont plus protégées, la pression des pays émergents en face, disons du sud en face du nord, la faiblesse de l'Europe qui voit la crise de l'euro, etc. Enfin, tout ça fait qu'on vit une incertitude, mais vraiment inégalée à ce jour. Des coups de boutoir continuels. Enfin, si vous voulez, les entreprises finalement deviennent des survivors, des entreprises menacées en permanence avec le profit warning, avec les fusions-acquisitions, avec les restructurations continuelles, et une tendance lourde aussi qui n'est pas suffisamment perçue par les acteurs de l'organisation, autant les employeurs que évidemment les syndicats et le personnel, qui abordent le sujet de l'emploi avec un paradigme et une représentation qui date souvent d'il y a 20 ou 50 ans, si vous voulez. C'est-à-dire que le contrat relationnel a complètement changé. Ce qui était jusqu'à il y a encore une vingtaine d'années soumission contre emploi à vie, c'est fini, y compris dans la fonction publique, y compris dans les entreprises parapubliques, etc. Et y compris au plus haut niveau. C'est pas simplement au niveau exécutant, mais même au niveau des cadres supérieurs, etc. Donc il y a une volatilité très grande, et le concept relationnel qui devient maintenant celui entre les entreprises et les personnes qui y sont, c'est l'employabilité. Alors ça,
face de cette situation paradoxale, en face de la reconfiguration des pyramides qui deviennent de plus en plus aplaties, de la nouvelle génération Y, de la pensée latérale. On voit bien ce qui se passe dans l'enseignement, avec les élèves, etc. On n'est plus du tout dans le même rapport à l'autorité qu'autrefois, etc. Donc ce sont des bouleversements identitaires, collectifs et individuels majeurs. Voilà, pour faire court. C'est clair. Et donc en face de ça, si vous voulez, les solutions qu'on avait il y a encore 10-20 ans de la formation, les solutions du consulting, de gens qui apportent des solutions d'extérieur, ou les solutions venant de la hiérarchie, il ne faut pas les abandonner, mais elles ne suffisent plus. Il est nécessaire de faire du sur-mesure de plus en plus et d'amener les acteurs à co-construire leurs solutions. Sans ça, ils ne les mettent pas en œuvre ou ce n'est pas adapté. Vous voyez, c'est ce que disait Peter Drucker, le grand gourou américain du management, déjà depuis une vingtaine d'années. Il disait « You can't manage knowledge workers ». Vous ne pouvez pas manager les artisans du savoir. Parce que tout le monde a son ordinateur, tout le monde a son iPhone. C'est fini, le rapport à l'information, au pouvoir, à la hiérarchie a complètement changé. Et donc ce sont des transformations absolument majeures, quoi. Oui, ces bouleversements affectent tout le monde. Évidemment, les entreprises parapubliques, les grandes entreprises, que ce soit le SNCF, l'EDF, etc., évidemment vivent également des bouleversements terribles. Et puis la fonction publique également. On est en train de... cette grande question depuis le quinquennat de Sarkozy, mais qui reste encore très présente, de réduire probablement d'une façon drastique les frais fixes de l'administration, donc ça se répercute au niveau du personnel. Et puis, au-delà de ça, c'est une autre représentation de l'emploi qui est en train de se préparer, si vous voulez. Et ça affecte également le secteur public. Cette représentation de l'emploi n'est plus l'emploi à vie, n'est plus la protection de l'emploi à tout prix, dans un monde qui est en bouleversement. Je pense c'est difficile à dire pour les politiques parce qu'ils sont pris dans des discours électoralistes, etc. Et puis en face des syndicats, puis de la gauche, etc. Mais même la gauche actuellement est en train de vivre. On voit l'histoire de Florange avec Mittal et l'État, les difficultés. Il ne suffit pas de la solution qui consiste à ce que l'État nationalise ou à ce qu'on ferme les frontières n'est plus une solution acceptable. Donc il faut trouver de nouveaux modes de management et de nouvelles représentations du paradigme de l'entreprise, qu'elle soit grande ou qu'elle soit petite. Et le secteur public devient vraiment atteint par ça. J'ai eu l'occasion, justement, avec les responsables du ministère de l'Environnement de 2005 jusqu'à pratiquement 2009, enfin, on a fait un très gros travail de formation de hauts fonctionnaires pour justement les préparer à vivre en réseau, à ne plus gérer leurs problèmes par des notes de service ou dans une logique pyramidale. Maintenant, il faut travailler d'une façon tout à fait différente. C'est une démarche qui devient de plus en plus nécessaire parce que la solution de la vision pilule que le dirigeant fait avaler à tout le monde ne convient plus tout à fait. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas mettre un cadre, il ne doit pas donner des grandes orientations, choisir des principes de management, etc. Mais si vous voulez, le fonctionnement, je le dis d'une façon un peu provocatrice, je pense donc tu suis, vous voyez, ça ne marche plus tout à fait, du fait des nouvelles générations et du fait de la complexité des organisations, ce qui fait que le dirigeant n'est pas forcément plus compétent que tout le monde, la plupart du temps il ne l'est pas, il a une compétence, une responsabilité, mais il doit créer les conditions le plus possible où les gens co-construisent la vision, c'est-à-dire perçoivent les enjeux et débouchent sur ce qu'on appelle une vision partagée, c'est-à-dire une vision qui à la fois nourrit l'action, mais qui fait que l'action nourrit la vision. Et donc c'est ce que j'appelle la vision cordiale, c'est-à-dire une vision qui est plus représentée non pas par seulement quelques objectifs, encore qu'il en faut, mais plutôt par une adaptation de l'ensemble des acteurs à la mouvance continuelle des enjeux. Le fleuve continue de couler, et donc il faut constamment s'adapter, etc. Et donc créer non seulement
les conditions d'une réactivité de la part de l'ensemble des acteurs, et de créer les conditions de proactivité, c'est-à-dire que les acteurs soient en permanence en train de faire soient force de proposition. Et donc ça suppose que le dirigeant, sans abandonner une part du contrôle qu'il doit assumer bien sûr, mais crée les conditions de l'intelligence collective où il invite tout le monde à être porteur de la vision et co-créateur de la vision avec lui. Vous voyez, moi j'ai un dirigeant que j'aime beaucoup qui s'appelle Bertrand Martin, avait l'habitude de dire mon rôle c'est pas de prendre des décisions, c'est de créer les conditions qu'il y ait des milliers de décisions qui soient prises par tout le monde en même temps, quoi. Oui. Cette démarche, chacun la mène avec sa sensibilité et puis sa propre façon de gérer son expérience avec différentes entreprises. Donc moi j'ai une démarche que j'ai appelée, j'ai écrit des bouquins là-dessus, sur l'intelligence collective en action, sur le management, sur le coaching, etc. Mais elle vient en fait profondément, elle vient d'une part de l'expérience de grands cabinets de stratégie, mais qui réalise de plus en plus, et c'est le cas dans celui dans lequel je suis senior advisor, qu'il ne suffit pas d'avoir la stratégie, de la concevoir. Il est très important que pour la mise en œuvre, les acteurs, le plus tôt possible, soient partie prenante dans l'élaboration de la stratégie. Alors ça, c'est un mouvement qui représente une tendance lourde, qui n'est pas toujours comprise par les dirigeants, parce qu'ils sont pris sous une pression très forte de leurs actionnaires. Ils sont censés contrôler, mais ceux qui ont compris la complexité, ce qu'est la complexité, ont compris également qu'ils sont pris dans des paradoxes. C'est-à-dire que s'ils veulent garder un certain contrôle, ils sont obligés de lâcher un peu les contrôles, parce que ce n'est pas la formule control and command qui permet de résoudre tous les problèmes. Ils ont besoin que l'ensemble des acteurs soient prêts à être force de proposition, nourrissent la vision collective d'enjeux que le dirigeant n'a pas forcément perçus, etc. Et que les équipes transverses fonctionnent en se passant la balle, un petit peu comme une équipe de foot. Il ne suffit pas d'avoir un capitaine ou un président du club, il faut que chaque acteur passe la balle, s'adapte en permanence en fonction du contexte, etc. Donc c'est cette démarche-là. En fait, elle provient, en tout cas en ce qui me concerne, d'une approche qui date des années 50-60 et qui a été développée principalement par les Américains, ce qu'on appelle Organization Development, le développement de l'organisation que l'on considère non pas comme une mécanique que l'on réglerait de l'extérieur, mais fondamentalement comme une communauté humaine qui, si on l'aide par un accompagnement éducatif, va être en mesure de trouver ses solutions, va trouver son autonomie, va résoudre ses propres problèmes, etc. Et c'est une école marquée de quelques grands théoriciens comme Bennis, Schein, Tannenbaum, Argyris, qui ont été, je dirais, élaborer le corpus théorique de cette approche de l'OD, on appelle ça OD, Organization Development. L'évolution auquel est, je dirais, condamné le management comprend un certain nombre de paramètres, si vous voulez. D'abord, que les dirigeants aient compris que les solutions du compliqué ne suffisent pas pour traiter le complexe. Vous voyez, on entre dans un autre paradigme, dans une autre représentation de l'entreprise, du management et de leur identité. Donc ça, c'est très important que les équipes de direction aient compris cette complexité, ce qu'est cette complexité, les lois, les paradoxes, les fonctionnements de la complexité. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les personnes soient prêtes à une évolution, une transformation dans la durée. Ça ne se fait pas par du one-shot, ça ne se fait pas par un séminaire de cadre. Il faut se préparer à cette mutation. Le troisième point, c'est l'importance de ce que les Américains comme Colin Sephora s'appellent l'idéologie. En fait, c'est plutôt, moi ce que j'appelle, dans mon jargon, j'appelle ça l'enveloppe culturelle minimale partagée. Que les acteurs partagent non seulement des objectifs, partagent des valeurs, partagent un langage commun, partagent une expérience commune, des compétences, et surtout vivent en inclusion, vivent en équipe, etc. C'est cet ensemble-là qui fait qu'on partage une culture, disons, en gros. Et ça, c'est un management qui n'est plus par l'autorité, de l'ordre et de l'obéissance, qui est un management qui débouche, comme dans ce schéma, sur la co-responsabilité. Et donc, il s'agit pour les acteurs
de partager ces enjeux en permanence et d'entrer dans une démarche de débat permanent. Donc pour le dirigeant ou pour l'équipe dirigeante, c'est de passer d'une logique de l'ordre, où ils donnent des visions pilules et ils sont dans un fonctionnement top-down, si vous voulez, à une approche où ils deviennent ressources. Ils ne sont plus des donneurs d'ordre, ils deviennent des dirigeants ressources, c'est-à-dire des dirigeants qui, tout en fixant le cadre, invitent les acteurs à être force de proposition. Et au-delà de ça, c'est un management où les dirigeants considèrent que tout le monde est porteur du sens, tout le monde est porteur de la vision, et eux-mêmes ne sont plus donneurs de sens, même s'ils exercent un certain contrôle, pour que tout le monde devienne porteur de sens. Donc c'est ce que j'appelle le dirigeant porteur de sens. C'est-à-dire une représentation de l'entreprise qui passe d'une représentation mécanique à une représentation systémique et une représentation holomorphique, holosmorphose, c'est-à-dire que chaque élément a la forme du tout. Vous voyez ? Donc on change de mode de causalité. La personne génère l'entreprise, le manager génère la culture et la culture génère le manager. On est dans une logique de récursivité. Vous voyez, ça c'est quelques bases de la complexité. Donc c'est une transformation identitaire individuelle, une transformation identitaire des équipes et finalement de l'ensemble de l'écosystème. Tout dépend à quel niveau on lit. On lit sur un niveau macro, national ou international, ou au niveau de certaines entreprises. Certaines entreprises sont tout à fait de pointe là-dessus, qui ont des dirigeants ou des gens qui ont compris ça et qui l'ont mis en œuvre, qui ont renversé la pyramide complètement. Il y a des bouquins qui ont été écrits là-dessus, Employees First, Oser la confiance de Bertrand Martin, avec qui j'ai écrit ce bouquin. C'est vraiment cette logique-là, renverser la pyramide, quoi, et inviter les gens à cette responsabilité. Donc il existe un certain nombre d'entreprises qui sont en pointe là-dessus. Il existe des clubs patronaux qui militent là-dessus. Moi, je co-anime un club patronal qui s'appelle EVH, qui a été créé par Bertrand Martin, et le titre est magnifique, c'est Entreprise vivante par et pour des hommes vivants. On ne peut pas faire mieux. Et là, il n'y a qu'une trentaine de dirigeants là-dedans, mais de dirigeants qui, justement, militent pour transformer l'organisation en se transformant eux-mêmes. Vous voyez, si je transforme l'organisation, une fois que je change ma posture, et je ne peux plus être celui simplement qui donne des ordres. Il faut que je crée les conditions, tout le monde participe à ça. Quoi. Bon. Alors, la question du curseur, c'est que ça va prendre à moins une génération encore, je pense. Mais ça apparaît déjà maintenant, vous voyez, avec notamment la pression des nouvelles générations, qui n'acceptent plus l'autorité de la même façon, avec la généralisation des nouvelles technologies qui fait que tout le monde a accès à l'information, tout le monde devient compétent. Il n'y a pas l'expert et puis les autres qui exécutent, ça ne marche plus. Tout le monde doit penser et exécuter en même temps. Donc ça, je pense que c'est une transformation alors qui fait partie de ce que certains, comme Rifkin, appellent la troisième révolution industrielle, dans lequel on va voir des changements absolument majeurs avec les énergies renouvelables, avec du coup le fait que toute habitation va devenir un lieu de production d'énergie, avec les découvertes faites sur le stockage de l'énergie par l'hydrogène et des méthodes de communication. On va voir que cette énergie va pouvoir être communiquée et stockée de façon qu'on ne sera plus coincé par les sources fossiles d'énergie, le pétrole et autres. Donc on est en train de vivre une révolution considérable des mentalités, des structures, de l'entreprise, etc.